Bonjour à tous. Aujourd'hui sur La Ruche Média, je reçois Mariette Darrigrand. Elle contribue à ce livre-ci, donc le 1 des articles reliés les uns aux autres. C'est Éric Fotorino qui s'occupe de cette parution. Nous allons parler des médias dans quelques instants. A tout de suite. Bonjour Mariette. Bonjour Yasmina. Vous allez bien? Très bien. Bon, super. Oui, très bien. Je suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui. On va parler justement de communication et de mots. Vous paraissez faites paraître plutôt dans cette édition, sous la direction d'Éric Fotorino, un article qui parle donc des médias. L'idée, l'ensemble de ce document, c'est de se poser la question si les médias sont dangereux ou pas. C'est vraiment une question qui agite un peu toute la société depuis un moment. Et justement, je voulais voir avec vous, comme vous êtes aussi une spécialiste du discours politique et médiatique, vous dites aussi dans cet article qu'il y a des mots, moi j'appelle ça aussi des mots valises, qui sont repris en long, en large et en travers par les médias, mais aussi par les politiques, comme le mot réforme, crise ou fragile, qui perdent un petit peu leur sens. Si on développe, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Alors c'est amusant d'ailleurs parce que maintenant, effectivement, tout le monde, enfin, on appelle ces mots majoritaires, bon, de manière un peu savante, on appelle ça la doxa, c'est-à-dire c'est le contraire du langage frais et notionnel, du logos des philosophes. Ouais. Donc voilà, on répète. Alors maintenant, les gens appellent ça des mots valises. Alors les mots valises, c'est pas du tout ça, mais je vois la métaphore qu'il y a derrière, c'est-à-dire qu'un mot arrive, on met tout dedans, c'est un fourre-tout, exactement. Et puis hop, tout le monde part avec voilà, son petit mot valise. Donc c'est vrai que dans la société à laquelle nous sommes, on est dans une sorte de grand aquarium sonore. Il ne faut pas oublier qu'on est... Il y a beaucoup de bruit. Voilà, c'est vrai. Ce sont des bruits. Les mots sont d'abord de l'oralité. Alors je sais que maintenant, en particulier ce qui circule sur les réseaux, très souvent est mis en silence et on est obligé de les sous-titrer. Exactement. Une nouvelle c'est assez étonnant d'ailleurs cette tendance. Voilà. On a envie de rien louper. De rien louper, on peut, quand on est dans les transports, etc. Donc la lecture, quand même assez maligne, elle revient on la fiche dehors par la porte, mais elle revient par la fenêtre. Exactement, exactement. Voilà, donc les termes comme ça qui sont employés... Alors ça, vous pointez un mécanisme très très important des médias, mais les médias, c'est ce que j'ai voulu défendre dans mon petit article, c'est nous les médias, c'est tout le monde, c'est une coproduction, c'est un collaboratif. Je ne fais pas partie des gens qui disent les médias nous manipulent. Non, on est responsable de notre esprit. Bien sûr, sans nous, il n'y a pas de médias. Sans nous, il n'y a pas de médias, d'autant qu'aujourd'hui, on est dans une média-consommation. Donc, ils nous vendent des choses, même quand c'est gratuit, et donc libre à nous de ne pas les consommer. Ou de proposer des choses alternatives, ce qui est en train de se développer, c'est-à-dire que le récepteur du média est lui-même un média aujourd'hui. D'accord. On parle. Oui, exactement. De toutes les manières possibles et sur tous les supports aussi. Alors ça, pour la bonne nouvelle, c'est que ça prolifère, il y a des tas de choses intéressantes, il y a tout, bien sûr, mais il y a des choses intéressantes. Moi, je suis pour ce mécanisme. Mais le problème, c'est que cela nous fait recycler encore plus les éléments de code, parce que plus on est nombreux à parler, plus il faut que le code commun soit compréhensible pour tous. Rajouter à ça, bien sûr, les référencements et les mécanismes de robotisation. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, il faut des mots, justement, qu'on appelle valises, qui seraient, à mon avis, des mots éteignoirs, des mots couvercles, qui empêchent, des mots paquebots, qui empêchent de bouger, qui bougent lentement, alors qu'en dessous, il y a des petits navires très vifs, très agiles, beaucoup plus singuliers, beaucoup plus personnalisés, et c'est cela qu'il faut faire monter. D'accord, pour affiner aussi la pensée, parce que justement, vous parlez des référencements sur Internet, ça me fait penser l'idée qu'on est en effet, pour être référencé, il faut trouver des mots bien précis, donc ça appauvrit la langue et le discours. Complètement. Ça, c'est un problème pour en particulier les jeunes journalistes qui sont mis dans des rédactions numériques, qui ont fait souvent des études littéraires, qui aiment la langue, qui aiment beaucoup la poésie, qui est une... Oui, c'est vrai que c'est beau la poésie, ça revient un peu. Ça revient beaucoup. C'est vrai. Voilà, le désir de beau, le désir de formulation, qui a du sens, etc. Et puis hop, on les met sur un sujet, dès qu'ils sortent un mot est un tout petit peu en dehors du code commun, hop, ils se font retoquer, c'est trop compliqué, Madame Michel va comprendre, ou ça, on ne va pas être référencé. Donc c'est une manière, c'est assez grave. Oui, c'est insidieux, c'est très dangereux à long terme. Là, ce qui est dangereux, c'est pas le média, c'est le comportement. Oui, c'est une forme d'autocensure, c'est une censure acceptée. C'est vrai. Alors c'est plus grave du coup. C'est grave parce que c'est une censure
société démocratique, bien sûr. Bien Donc sûr. on n'a pas du tout alerté. On s'énerve sur un peu des drapeaux rouges, des trucs font rouge plutôt. Tout d'un coup, on veut pas que... Non, en réalité, le vrai mécanisme qui est terriblement pernicieux, c'est de nous faire que tout locuteur, toute personne qui s'exprime, si elle veut être dans le lieu commun, dans la cour, dans la reprise, likée, elle doit être commune, etc., et ben, elle appauvrit effectivement sa singularité. D'accord. Il y a aussi le rôle des médias. S'il était inventif et créatif, il nous permettrait peut-être d'aller vers la critique, en tout cas l'esprit critique et l'analyse. Vous pensez qu'il remplit encore ce rôle aujourd'hui ? Oui, mais pas forcément là où on le faisait traditionnellement. Parce que, disons qu'il y a 3 discours dans le média qui sont d'ailleurs des manières depuis les Grecs, des manières de faire du discours, du récit. Donc vous avez en effet du storytelling, de l'épopée. Bon, alors on peut s'en offusquer, mais ça fait partie du journalisme de raconter le monde, et ceux qui le racontent bien. Mais il y a heureusement une reconnaissance de ceux qui le racontent bien. Les papiers au long, vous connaissez les... Il y a ensuite les portraits, avec beaucoup d'imaginaire, beaucoup de lyrisme. Parfois, on s'arrête on rencontre des belles personnes, ou des personnes horribles. Bon, ça, c'est le mythe, si vous voulez, la pensée mythologique, la pensée épique, le discours épique, le discours mythologique. Et puis ensuite, ça, c'est ce que les journalistes aiment bien faire, ou aimaient bien faire jusqu'à 2005, où ils se fait retoquer, c'est l'édito. L'édito, moi, grand journaliste, etc., voilà ce que je pense. On utilise le jeu qui est très important. Il y a eu ce traumatisme au moment du référendum sur l'Europe. Et puis le jeu du grand journaliste a été bafoué, si vous voulez, par le nous global. Et depuis ce temps, alors certes, il fallait une prise de conscience intéressante, mais je trouve que du coup, les grands journalistes, les éditorialistes se sont un peu culpabilisés, tout en continuant, mais c'est pas clair. D'accord. Donc, bon, ils n'osent plus vraiment dire... Donc, du coup, des idéologues sont montés. Ah oui, tout à fait. Des idéologues beaucoup moins scrupuleux sont montés, sont arrivés. Et là, ce qui est dangereux, c'est la place laissée à celui qui gueule plus fort que les autres, il n'y a pas de terme, qui est dans la polémique, qui raconte n'importe quoi, c'est pas vérifiable, mais il a un rôle. Exactement. Donc, il faut absolument, à mon sens, que les journalistes... Oui, mais bien sûr, un jeu nourri, un jeu pensé, et un jeu qui peut partager. Mais vous savez qu'en école de journalisme, on apprend d'abord à effacer sa subjectivité. Oui, c'est ça, c'est là où il y a un petit problème. Justement, quand on parle du jeu et réapprendre aux journalistes à se réapproprier les mots et sa pensée pour pouvoir la divulguer, on a un président de la République qui a changé d'attitude, en fait, qui est en hauteur, un peu plus jupitérien, et qui oblige le journaliste à se remettre en question. Qu'est-ce que vous en pensez de ça ? Oui, alors justement, dans cette situation-là, il y a un problème pour exercer le 4e pouvoir, en fait, dans les journalistes, parce qu'il faut, en effet, à ces 3 fonctions dont je vous parlais, en rajouter une 4e qui est plus d'esprit critique. Alors, les médias essayent de le faire, c'est le décryptage, où ils invitent des experts. Oui, il y a beaucoup d'experts. On est expert de tout maintenant. Voilà. Mais néanmoins, c'est pas stabilisé ce système-là. Et donc, souvent, il y a vraiment un recyclage permanent des mêmes choses ou une cristallisation sur des points sans intérêt. Sur des points sans intérêt. Et du coup, ce qu'a vraiment fait, je trouve, de bien le président là-dessus, c'est de renvoyer les journalistes à la certaine vacuité du discours médiatique ou du commentaire du commentaire. Alors qu'il s'agit aujourd'hui d'avoir des partenaires, je crois, pour lui, des partenaires, qui accompagnent ce que lui pense être une mutation de la société. Voilà. Ou des adversaires s'ils ne sont pas d'accord, mais peu importe, des gens qui suivent, et non pas des gens qui, a priori, restant dans le système classique, où les choses ne sont pas stables entre qui a le pouvoir, c'est ça qui se passe depuis quelques années. C'est ni le grand éditorialiste, parce que on n'a plus beaucoup, ni le grand politique, parce qu'il n'y en a plus beaucoup non plus. Et ni le grand philosophe, du coup. Oui, c'est ça. Donc, si vous voulez, c'est en train de se repositionner. Alors après, c'est justement au 4e pouvoir d'exercer sa belle fonction démocratique de critique. De s'en emparer, c'est une occasion finalement. Oui, mais de critique aussi du politique. Il est là pour ça. Donc si notre président se met à devenir un hyper président médiatique qui contrôle... Il y a une différence entre absolument contrôler la parole, et là, à la limite, on est dans... Mais c'est le procès que font, je trouve, avec pas mal de mauvaise foi les journalistes. Et puis une ambition
d'aiguillonner un petit peu le média en disant écoutez, posez-moi des questions un peu plus intéressantes. Oui, ce qu'il a dit, exactement ce qu'il a dit très récemment à une journaliste, c'est une question de fond. Oui, mais du coup, les journalistes, et ils ont raison, sont très attachés à la symbolique de leur rôle. Et donc quand on leur dit ça, j'en ai entendu pour en côtoyer beaucoup, ils sont offusqués, bah oui, ils se sentent atteints vraiment. Oui, et puis ils sont à mon avis, dans une mythologie reconnaissable, très forte encore chez les journalistes, qui n'a pas lieu d'être en France, mais qui est dans le monde, et c'est-à-dire la parole bafouée, la vraie difficulté à s'exprimer. Donc ils la voient tout de suite de manière assez romantique. Je vois comme s'il y avait un traumatisme un petit peu autour du taisez-vous, quoi. Oui, du taisez-vous, ça y est, le politique va tout prendre. Ils sont vigilants là-dessus, ils ont raison, mais parfois c'est... Il ne faut pas trop. Il faut qu'ils entendent aussi une critique du média tel qu'il est. Tel qu'il a évolué, il a évolué étrangement depuis une dizaine d'années. Il a évolué, il n'a pas innové. Oui. C'est ça, dans ses formes. Alors qu'il y a une mutation. Il y a une mutation, beaucoup de métiers innovent beaucoup, et les médias se sont transformés malgré eux. Ils ont été immensément impactés par le digital, et du coup, ils en ont souffert énormément, et économiquement c'est extrêmement difficile, mais ils ont été occupés à leur survie. Voilà. Mais ils n'ont pas inventé les formes pour pouvoir s'adapter et muter. Aux nouvelles manières de lire, aux nouvelles manières d'entendre, aux besoin d'hybrider les genres, au besoin de voir du beau, au besoin de mélanger les âges. Alors vous avez des choses très jeunistes, ou alors des choses extrêmement ringardes. Oui, je comprends. Ils n'ont pas, à mon avis, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils sont c'est la course. C'est la course, exactement. C'est la course, et ils sont en survie économique. Oui, tout à fait, c'est très vrai. Justement, alors la survie économique, ça va bon, ça va pas très bien en télévision, mais il y a quand même des politiques qui décident de monter leur chaîne. Donc il y a la chaîne Média qui va pas tarder à arriver. Et qu'est-ce que vous pensez de cette idée que les médias sont très critiqués et décrédibilisés depuis un an, mais M. Mélenchon s'empare du média? C'est assez étrange, ou je ne sais pas ce que vous en pensez de ça, justement. Alors, j'attends de voir. Ouais, c'est ça. J'attends de voir parce qu'évidemment, si l'homme politique invente son média et fait disparaître... c'est une possibilité. C'est une mutation de étrange. Propagande. Oui. Mais si c'est juste d'avoir des éléments, des prises de parole, une sorte de masterclass, comme font d'autres gens via YouTube, pourquoi pas? Tout à fait. Si on a une conférence de Mélenchon, pourquoi pas? Et avec possibilité de critiquer, parce que là, c'est démocratique, c'est bien sûr citoyen. Voilà, je pense que ça m'intéresse quand même de voir ce que ça va donner. Exactement, vivement le mois de janvier, parce que ça serait compliqué si y avait un tel mélange des genres avec une vraie rédaction et un journal télévisé comme il prévoit de le faire à 20h tous les soirs. Vous avez déjà ça chez OFN, hein? Oui, tout à fait. Ça OFN, il y a ça Russia Today. Oui. Il y a des choses qui sont déjà comme ça. Donc là, pour le coup, ce que j'appelle la quatrième, la vraie quatrième fonction médiatique de la critique, il va falloir l'exercer énormément. Oui, tout à fait. Les mots aussi, donc en effet, sont très très importants. On parle de beaucoup d'affect en politique. On a besoin d'aimer nos politiques aujourd'hui. Et M. Castaner a utilisé très récemment, la semaine dernière, le terme amoureux pour parler de M. Macron. Est-ce que des mots dépassent un petit peu nos pensées? Est-ce qu'ils prennent vraiment une place folle dans le débat public? Parce qu'on a l'impression que c'est pas calibré, ou peut-être que c'est choisi volontairement, mais c'est étrange d'avoir ce mot-là. Il était dans la campagne. C'est un des mots d'Emmanuel Macron. D'accord. Amoureux. Il a dit à plusieurs reprises « je vous aime ». Je vous aime, c'est vrai. Il a, son dernier discours, je crois, où il a parlé de Diderot, mais pas du Diderot philosophe, du Diderot amoureux écrivant à Sophie Volant. Et avec c'était totalement incongru. Et on voyait c'était Diderot. C'était très narratif. Il racontait une petite histoire, personnellement que j'adore, mais où le Diderot n'a plus de feuilles, il s'éclaire à la bougie, c'est la nuit, et donc il dit à Sophie Volant, ce qui ne sera pas sur la feuille, sachez que c'est simplement je vous aime. Donc un candidat à la présidentielle en France, rappelant ça, c'était intéressant, c'était incongru, c'était un peu dingue, et je crois qu'il voulait par là aussi, il me semble, défendre
C'est comme ça que je l'ai entendu, parce que c'est ce que je fais par ailleurs. Donc j'ai projeté, mais il voulait, je crois, défendre un héritage culturel hein, dans lequel l'amour, les rapports amoureux ont leur place, ont une dimension politique en quelque sorte. C'est-à-dire nous tenons, en France en particulier, en Europe en général, mais en France en particulier, à la mixité de la société, au langage, au marivaudage, au langage... voilà. Donc ça veut dire aussi... qu'on n'en arrivera certainement pas en France, je l'espère, à certains extrêmes puritains ou pudibonds. Oui, tout à fait. Et une avant-dernière question sur justement votre métier, ce que vous faites. La sémiologie, j'ai le sentiment que c'est un petit peu à la mode. De quoi s'agit-il exactement? Parce que je crois qu'il y a plusieurs définitions selon les personnes. Donc voilà, de quoi s'agit-il et pourquoi il y a comme ça un retour sur l'intérêt des mots? Alors, il y a autant de sémiologies que de sémiologues, donc effectivement, oui, les gens qui travaillent, c'est très intéressant aujourd'hui, effectivement, il y a un souci du langage en général et du mot en particulier. Parce que nous sommes dans un monde de, comme vous l'avez dit, d'émotions très foisonnantes, hystérisées, beaucoup d'affects, plus ou moins positifs, mais il y a aussi beaucoup de violence verbale. C'est un monde planétaire où les langues se mélangent et il y a une sorte de globish à base d'anglais, mais voilà. Et donc, en France en tout cas, il y a un souci très intéressant pour la langue en ce qu'elle précise. Si vous voulez, une image est ultra polysémique. Une image, vous pouvez tout projeter dans une image. On peut voir je sais pas, un soldat avec un bébé. Oui, ou une tache d'encre, oui, on peut tout voir. Oui, c'est ça, voilà, on peut tout projeter. Et or, dans les mots, il y a aussi, c'est polysémique aussi, bien sûr, un mot, mais tout de même, ça va fermer quelque chose de l'image. Donc, ça va calmer un peu le jeu, ça va tenter d'établir un lien égalitaire d'interlocution, dans le meilleur des cas, bien sûr. Mais je crois que c'est une des dimensions. Une autre dimension, c'est quand même aussi le retour à des formes de local, d'appartenance locale. Oui, et ça c'est une tendance très forte en Europe et dans le monde entier. Voilà, donc un vrai anglais, un vrai français, un vrai catalan, un vrai... Ah oui, donc on se questionne allemand sur notre langue. Voilà. Du coup. Oui. D'accord, très bien. Vous avez donc écrit 4 ouvrages ces derniers temps. Il y en a un qui est super, que je mettrai, que vous allez voir là à l'écran. Je te kiffe, je t'aime, je trouve ça génial. Le prochain livre, vous parlerez de quoi? De quel sujet? Écoutez, je me suis attaquée au mythe de Narcisse. Ah, c'est extrêmement tendance. Ah voilà. Oui. Mais bon, c'est difficile, c'est très difficile, mais bon. Voilà. D'accord, ok, très bien. En tout cas, dans je te kiffe, je t'aime, ce qui est assez intéressant, c'est de faire le parallèle entre des mots utilisés aujourd'hui et utilisés jadis, et de voir quels sont les liens communs. Voilà, les liens communs, et puis justement de pointer un héritage culturel qui est recherché, je crois, par les nouvelles générations, surtout en matière de relations amoureuses, de relations humaines, si vous voulez, c'est le processus de civilisation, c'est-à-dire contre l'absence de langage, de pur pulsionnel, voire la violence ou l'inhibition, il y a à notre disposition Paul Verlaine, Marivaux, Ovide, et c'est pas la peine de tout lire, il faut avoir quelques très belles formules. D'accord, très bien, pour se rappeler, parce qu'on peut, les mots c'est aussi le sentiment, donc... Les mots, voilà, exactement, c'est ça que j'ai voulu défendre. Les mots, c'est le sentiment, c'est le désir, c'est le corps, c'est pas l'esprit d'un côté, le corps de l'autre. Sans mots, le corps ne reçoit pas, ne donne pas et ne jouit pas. D'accord, très bien. Donc voilà, on en sait un petit peu plus sur les œuvres de Mariette Dary-Grand. Je suis très contente de cette conversation, très intéressante. Et ce livre-ci, plus un tas d'autres que je vais vous mettre en référence pour en découvrir un petit peu plus sur les mots et le langage. Et la langue, c'est encore deux choses différentes, ça. On confond souvent. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.